Le vieillissement n'est pas une fatalité. C'est en tout cas ce que défend depuis des décennies le professeur Christophe de Gégère, l'un des grands spécialistes mondiaux de la longévité et fondateur de l'Institut de médecine préventive et de longévité basé à Paris. Ce médecin passionné consacre sa vie à faire passer un message essentiel. Il est possible, même sans moyens démesurés, d'investir sur sa santé pour vieillir mieux, plus lentement et rester en forme le plus longtemps possible. Dans cet épisode, on a abordé des sujets aussi concrets que passionnants, le rôle fondamental du sport et de l'alimentation dans le vieillissement, ce qu'on ignore souvent des hormones et leur impact majeur sur notre sénescence, les pires erreurs à éviter si l'on veut rester en bonne santé longtemps, le vrai sens de l'âge physiologique et cette différence par rapport à l'âge ressenti, la vitamine D et ce que personne vous dit dessus, les compléments alimentaires, l'avis du professeur de Gégère sur le fameux cas Brian Johnson et surtout à quel moment il faut commencer à s'adresser à ces sujets. Spoiler, bien plus tôt qu'on ne le croit. C'est une conversation littéralement d'utilité publique. 1 heure pour prendre soin de vous, maintenant et surtout pour les années à venir. Je vous invite vivement à partager cet épisode autour de vous, à consulter les 2 livres du professeur dont nous parlons longuement et je vous mets d'ailleurs les liens en description et à soutenir ce travail en vous abonnant au podcast ou à ma chaîne YouTube. Vous êtes déjà plus de 60 000 sur YouTube et 500 000 écoutes par mois sur le podcast. C'est grâce à vous et surtout pour vous, mais vous êtes encore trop nombreux sans vous abonner. Alors n'oubliez pas de cliquer sur le bouton, la petite clochette, quel que soit le support de prédilection que vous utilisez, ça fait vraiment la différence, c'est ça qui donne de la visibilité à mon travail, donc je compte sur vous à l'issue de cet épisode ou pendant, pensez à vous abonner, ça fait une grosse différence. Allez, je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec le professeur Christophe de Gégère. Quand on est indépendant, il y a des jours où tout roule. Et puis il y a les autres. Vous savez, ceux où un client oublie de payer une facture, où vous passez 1 heure à retrouver un justificatif dans une bannette mal triée, ou encore les jours où vous réalisez que votre compte pro ne distingue pas ce qui revient à l'URSSAF de ce que vous pouvez réellement dépenser. C'est là que mon sponsor de longue date, Conto, est bien plus qu'un simple compte bancaire. Facturation automatisée, relance intégrée, estimation du solde de TVA pour facilement savoir où vous en êtes, sous-compte avec IBAN dédié pour mettre de côté charges ou salaire, et surtout une vision claire, en temps réel, de votre trésorerie. C'est structurant, apaisant et si on est honnête, totalement indispensable quand on gère son business soi-même. Conto, c'est la solution que j'aurais aimé avoir à mes débuts et celle que je recommande sans réserve aujourd'hui aux indépendants autour de moi. En plus, Conto vous offre 3 mois sur votre abonnement compte pro avec le code Pauline 2025. Alors n'attendez plus et rendez-vous sur conto.com, Q-O-N-T-O. Christophe, enchanté, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet vaste et complexe qu'est la longévité. Bonjour Pauline, je suis ravi de vous accompagner et d'accompagner vos auditeurs pour, j'espère, un long moment qui les passionnera. Alors, j'ai lu 2 de vos ouvrages, figurez-vous. J'ai 1 millier de questions pour vous, pour tout vous dire. La longévité est un sujet qui me passionne, en tout cas qui m'intéresse beaucoup. Mon papa a 82 ans, fait encore du kitesurf, est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à ces sujets depuis très longtemps. Mais bon, même si ses amis l'appellent en rigolant le docteur Legnaud, en réalité, il n'est pas médecin, il n'est pas spécialiste du domaine. Et donc, j'étais très heureuse de pouvoir enfin confronter tout ce qu'il m'a appris pendant des années avec la réalité de la recherche et donc peut-être pour commencer j'aurais envie de comprendre quels sont en ce moment, Christophe, vos sujets d'attention, qu'est-ce qui vous occupe l'esprit, quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez particulièrement en ce moment, sur lesquels vous auriez envie de nous emmener. Alors d'abord j'aimerais préciser 2 points parce que vous me parlez de votre papa qui a plus de 80 ans et qui va très bien. Alors c'est très bien et qu'il continue à aller très bien, je le souhaite bien évidemment. Mais à 80 ans, on n'est pas comme à 70 et à 70, on n'est pas comme à 60, ni comme à 50, ni comme à 40. Donc ça, ce sont des réalités que l'on a beaucoup de mal à comprendre. Et souvent, on voit midi à sa porte. C'est-à-dire que vous avez des gens
alors là, je pense plus à votre papa, mais qui me disent, regardez, j'ai 80 ans, mais je vais beaucoup mieux que mes autres amis du même âge. Et quand vous regardez un petit peu ce qui se passe, ils sont diabétiques, hypertendus, ils perdent la mémoire, etc., etc. Donc, la réalité de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas de gérer le 3e ou le 4e âge. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est en réalité de rester, voire de regagner nos capacités, l'ensemble de nos capacités, c'est-à-dire d'optimiser notre sénescence. Alors la sénescence, très vite, parce que peu de gens connaissent la signification de ce terme, vieillissement en soi, ça veut rien dire. C'est vraiment un marqueur du temps qui passe. Un gamin de 16 ans est vieux par rapport à un gamin de 12 ans. Mais en termes fonctionnels, en termes de capacité, le gamin de 16 ans est supérieur au gamin de 12 ans. Donc en fait, de la conception à la fin de l'adolescence, le vieillissement s'appelle en fait du développement. Et il est positif. Le vieillissement peut être positif. Et dès la fin de l'adolescence, le jeu change. On rentre dans une deuxième phase qui est la sénescence. Ça veut dire une dégradation progressive, insidieuse de toutes nos fonctions physiologiques. Alors dans les fonctions physiologiques, il y a quoi ? Il y a les muscles, le cœur, les artères, le cerveau, la peau, etc., etc. Et tout ça ne vieillit pas à la même vitesse et n'a pas les mêmes conséquences. De 20 à 30 ans, j'adore le raconter, je l'écris dans le livre, dans les différents livres, parce que ça correspond à une vraie réalité et c'est pour que les gens comprennent de quoi on parle. De 20 à 30 ans, on se croit immortel, on a telle réserve que vieillir n'est pas, on le perçoit pas, 30-50, c'est le hold-up de la vie, entre le travail et le métier, donc le métier et la famille, il y a nos 20 plus belles années qui disparaissent. 50-60, toutes les maladies se mettent en place mais ne s'expriment pas. 60-70, les maladies arrivent et sont traitées, et elles vont se compliquer au-delà de 70. Et alors vous avez des gens qui passent avec plus ou moins de chance, ou grâce à leur génétique, grâce à leur mode de vie, vont aller au-delà et rester très actifs, et c'est très bien. Mais ces gens-là jouent sur l'aspect, je dirais, ne jouent pas sur leur sénescence. Ils continuent à vieillir. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est ce phénomène qui nous détruit progressivement. Vous pouvez ensuite bien vieillir, enfin, je vais dire vieillir plutôt que sénescence pour que ça soit plus simple pour tout le monde, mais vous pouvez bien vieillir au sens de vieillir comme le veut la nature progressivement, ou vous pouvez vieillir plus vite. Et si vous vieillissez plus vite, oui, il y a des éléments très forts là-dessus, hors la génétique. Vous avez mal mangé, vous retrouvez avec une surcharge pondérale, vous pouvez être sédentaire, vous pouvez être stressé, vous avez un ensemble de paramètres qui vont vous faire vieillir plus vite. Et quand on joue convenablement sur ces phénomènes de nutrition, d'exercice physique ou d'activité physique adaptée, eh bien, on va se remettre dans la lignée du vieillir entre guillemets normal, qui nous mène aux maladies et qui nous mène à la mort entre 80-90 ans, et quand on a un peu de chance, on va vivre au-delà de 100, on peut être un super centenaire et être au-delà de 110, sachant que l'espérance de vie maximum pour notre espèce, c'est 122 ans, et actuellement, la seule qui a atteint cet âge-là, c'est Madame Jeanne Calment. Mais qui veut vivre, chacun peut s'interroger, dans l'état de Madame Jeanne Calment, c'est-à-dire quasiment aveugle, sourde, impotente, au fin fond d'une maison de retraite. Donc, c'est pas ça ce que vous souhaitez, par exemple, pour vous, ou que je souhaite pour moi. Donc, est-ce qu'on peut vieillir jusqu'à un âge très avancé en restant en bonne santé? Alors avec ce que ça signifie, on va dire d'un point de vue de l'autonomie. Ce que je veux dire, c'est est-ce que presque jusqu'à
on va dire, son dernier jour, on peut être encore actif, voir, entendre, avoir des proches. Mais c'est justement ça. Et ça, conceptuellement, c'est très difficile à comprendre pour les gens. Parce que je vous rappelle que en naissant, vous n'avez qu'une seule certitude, c'est que vous allez mourir. Vous ne savez pas si vous serez riche ou pauvre, heureux ou malheureux, malade ou en bonne santé. Vous savez que vous allez mourir. Et en réalité, peu de gens essayent de modifier ce destin. Alors, peu de gens. Il y a des sociétés, il y a Calico, il y a Altos, c'est Google, c'est Jeff Bezos, mais il y a beaucoup d'autres sociétés comme ça qui se développent et qui essayent de percer le secret de la grande longévité. Mais la grande longévité, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut accepter l'idée qu'on puisse agir sur la sénescence elle-même. Et je vous raconte tout ça parce que c'est justement sur ça qu'on travaille. Quand vous me disiez au départ, sur quoi travaillez-vous, qu'est-ce qui vous passionne ? Eh bien, c'est ça. C'est ça parce qu'aujourd'hui, on est capable de moduler cette sénescence. Je dirais pas qu'on est capable de l'inverser. Dans certains systèmes, on est capable de rajeunir fonctionnellement un certain nombre de systèmes. Mais on en reparlera, comme le système artériel. Mais aujourd'hui, l'enjeu de ce que nous faisons, c'est de rester dans la meilleure santé ou de retrouver la meilleure santé possible le plus longtemps possible. Parce que l'immortalité, c'est clair, elle n'est pas en rayon, elle n'est pas au catalogue. Donc, mais c'est pas parce que cet extrême n'est pas disponible aujourd'hui que certains n'y pensent pas. Alors, je vais vous dire d'emblée, je suis pas certain qu'on soit bâti pour être immortel. Je suis même pas certain qu'on soit bâti pour vivre 250 ans. Parce que demain, la science nous donnera la possibilité de le faire. C'est-à-dire que vous, excusez-moi, vous êtes magnifique, madame, permettez-moi de vous le dire. Mais j'ai 40 ans, 41 ans. Voilà, mais imaginez de rester comme ça le prochain siècle, pendant 100 ans. Pas avec une canne et en parlant de vieilles histoires de chasse, mais tel que vous êtes, actif, créant, aimant. C'est ça qui est l'enjeu aujourd'hui. Et personne n'imagine cette capacité-là. Or, c'est là-dessus qu'on travaille. Et vous pensez que c'est possible ? Oui. Et il y a des tas de modèles animaux qui existent. Les cellules, on est capable de les immortaliser en laboratoire depuis près de 30 ans. Donc, si vous voulez, il faut qu'aujourd'hui, quand on parle de sénescence, ou de longévité plutôt, il faut être capable d'effacer tout ce qu'on a essayé de nous dire sur le sujet. On est vraiment sur quelque chose qui n'a rien à voir conceptuellement avec ce que les gens imaginent. Donc, il faudrait, si on est, imaginez que votre papa, qui doit continuer à faire du kitesurf, et vraiment je l'encourage, parce que c'est vraiment dur le kitesurf, c'est pas du pédalo. C'est dur, surtout qu'il s'y est mis à 76 ans. Donc Voilà. Et ça, je trouve ça génial de se mettre des défis, des challenges, de les relever et d'y arriver. Ça, c'est génial. Mais imaginez qu'ils reviennent fonctionnellement à 60 ans ou à 50 ans. Quand vous dites fonctionnellement, c'est au niveau musculaire, au niveau artériel, à tous les niveaux un peu physiologiques. C'est ça. Et ça, c'est la modulation de la sénescence, et c'est là-dessus qu'on travaille. Et là, tout à l'heure, j'ai un nouveau patient qui repasse à 6 mois, et la secrétaire lui dit « Mais monsieur, vous avez perdu 10 ans !» Mais en termes d'énergie, en termes de présentation, en termes de sa manière de saluer. J'ai un assistant qui me dit « Mais attendez, la dernière fois, il a tendu une main qui était molle, là, il m'a fait mal. » Donc, vous voyez, tous ces éléments ensuite se mesurent. Parce que ça, c'est du subjectif. C'est déjà plaisant.
Mais ça nous amène à une autre notion dont je suis certain que vous allez vouloir aborder avec moi, qui est la notion d'âge physiologique. Exactement. Parce que là aussi, quand on développe une nouvelle spécialité, c'est ce que moi j'appelle la médecine de la longévité, et c'est dans mon livre, j'appelle Médecine de la longévité, une révolution. C'est pour bien montrer que le regard change complètement. On n'est pas plus du tout dans la médecine de soins qui va guérir une maladie. On est dans la médecine de prévention primaire qui va travailler sur le mécanisme qui nous affaiblit et sur lequel on n'a jamais travaillé en médecine. On n'a jamais travaillé là-dessus. Donc, on est vraiment dans une ère nouvelle. Quand je fais des cours à la fac, à mes soit des étudiants de 3e cycle, soit des post-docs, j'avoue que les gens le disent eux-mêmes, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est une autre vision. On va travailler sur la santé. Et pour travailler sur la santé, il nous faut également, puisque c'est la science, il nous faut des moyens de mesure. Quand vous avez une maladie qui vous donne de la fièvre, c'est très facile, on mesure la température du sujet. S'il est à 37 ou 36,8, il n'a pas de fièvre. S'il est à 40 et qu'il redescend à 37, on sait qu'on est efficace sur la fièvre. Soit qu'on a guéri la maladie infectieuse, soit que... on a réglé le problème. Si vous avez une tension à 20,12 et qu'après votre tension chute à 12,8, on sait que le traitement antihypertenseur est efficace. Or, en termes de longévité, comment va-t-on mesurer les choses ? Alors oui, on peut faire ce qu'on appelle des courbes de survie mais c'est ce qu'on fait chez les souris. Quand une souris vit 2 ans, si elle vit 4 ans, les statistiques sont simples, plus 100%. Mais chez un être humain, on peut pas raisonner comme ça. Et donc, on a recours à l'âge physiologique. Et l'âge physiologique, qu'est-ce que c'est ? C'est au fond la mesure fonctionnelle d'une capacité. Je donne un exemple qui va parler à tout le monde. Les artères. Les artères, c'est important, les artères, parce que ça conduit à la première cause de morbimortalité, que sont les maladies artérielles avec les infarctus, les AVC, etc. Mais l'histoire de l'artère, elle est assez simple. Si vous prenez une artère de quelqu'un de 20 ans, sa caractéristique essentielle, c'est sa souplesse. Une artère jeune est très souple. Et tout au long de la vie, en fonction de vos gènes, en fonction de votre environnement, de votre mode de vie, les artères vont se rigidifier. Et au-delà d'un certain degré de rigidification, l'artère va s'obstruer. Donc il y a un continuum et on peut mesurer cette rigidité. Donc on peut prendre quelqu'un qui a 50 ans et voir, malheureusement, qu'il a peut-être une rigidité artérielle qui correspond à quelqu'un de 65 ans. Donc ça veut dire qu'il a non pas le risque d'une personne de 50 ans, mais le risque d'une personne de 65 ans. Donc ça nous donne une idée fonctionnelle de l'artère. Et alors, quand on met en place un certain nombre de stratégies thérapeutiques, 1 an plus tard, si l'artère continue à monter, sa rigidité continue à monter, c'est qu'on n'est pas efficace, honnêtement. Parce que chez nous, dans nos statistiques, la rigidité des artères diminue de 7,5% la première année. Après donc, avoir mis en place vos une traitements... Stratégie thérapeutique qui correspond effectivement à des corrections, à de déficits, à des éléments nutritionnels, à des éléments d'activité physique. Il n'y a pas de réponse univoque au vieillissement, il n'y a pas de pilule magique. Ça arrivera c'est ce que vous dites beaucoup, je veux dire, dans vos livres, en fait. Pas de recette magique, mais beaucoup de différents éléments qui vont s'imbriquer les uns avec les autres. Et c'est la condition nécessaire, si vous voulez, pour essayer d'arriver à aider, à moduler cette fameuse sénescence.
Et il faut, évidemment, ce qui est vrai à 50 ans, l'est plus forcément à 51 ou à 52, donc il faut adapter. Et on rentre à ce moment-là dans un processus qui est un processus de suivi attentif, où on va suivre les gens à la fois sur leur ressenti clinique, sur les résultats de biologie, mais le plus important de tout, c'est effectivement la physiologie. La physiologie, si il fallait choisir entre la biologie et la physiologie, c'est la physiologie qui correspond à la réalité. Et donc, pour que je comprenne bien, cet âge physiologique, c'est un âge des différents éléments qui vont constituer notre corps, donc les artères, mais on peut avoir aussi un âge physiologique, je sais pas, pour la peau peut-être. Pour la peau, pour les os, pour les muscles, pour le cœur, pour les poumons, pour le cerveau, etc., etc. Donc, on a tout un énorme plateau technique qui nous permet de mesurer pour chaque personne et chaque système là où vous en êtes. Et vous avez déjà eu des patients qui ont, entre guillemets, rajeuni leur âge physiologique parce que, suite à une mise en place de diverses stratégies avec vous, sont passés d'un âge physiologique global de, je ne sais pas, 70 ans à peut-être 60 ans ou 55 ans. C'est quelque chose qui est possible aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et ça, c'est très important parce que du coup, ça va permettre de valoriser auprès des gens leurs propres efforts. Ce qui est terrible, c'est quand on fait un effort et de ne pas avoir de résultat. Mais quand vous faites des efforts en termes d'hygiène de vie, en termes de prendre des choses qui corrigent vos déficits, eh bien, et que vous voyez qu'un an après, 2 ans après, 3 ans après, 10 ans après, eh bien, vous allez bien, et bien mieux qu'avant, si vous voulez, eh bien, ça a du sens. Et à ce moment-là, ça permet aux gens encore une fois, d'être encouragés dans leur démarche, parce que avoir une hygiène de vie qui vous permet d'envisager une meilleure longévité, ça implique quoi? Ça implique un investissement personnel, si vous voulez. Oui, nous, en nutrition, par exemple, on a toujours la problématique du sucre. Le sucre est un facteur de dégradation de notre organisme qui est considérable. Pourquoi ça? C'est quelque chose dont vous parlez beaucoup dans les livres, donc je voulais vous parler effectivement des différents leviers qu'on peut avoir, même si je pense que c'est important de le rappeler. Il faut consulter parce qu'en fait c'est tellement complexe, et d'ailleurs j'invite tous les auditeurs à lire vos livres parce que je pense qu'on comprend bien qu'on peut essayer tout seul d'avoir une bonne hygiène de vie, etc. Mais malgré tout, en fait, tout ça doit être monitoré, et c'est vraiment ce que vous expliquez d'ailleurs dans votre livre. On peut pas s'inventer, on va dire, professeur en longévité. Il faut quand même mettre en place des réflexes, mais les comprendre. Néanmoins, j'ai l'impression que la nutrition fait partie des grands leviers quand même évident pour avoir une bonne santé, et c'est vrai que vous êtes assez dur entre guillemets avec le sucre. Pourquoi est-ce que le sucre est aussi néfaste à la longévité? Alors, d'abord, j'aimerais vous préciser une chose sur la nutrition, parce que en fait, ce qui est très important, c'est votre métabolisme, et on est très inégaux. C'est-à-dire que si vous prenez un transat et que vous vous installez pendant plusieurs jours à observer les entrées et sorties d'un magasin de restauration rapide, vous allez vous rendre compte qu'il y a des minces et des gens en surcharge qui vont consommer en fait les mêmes choses, qui vont avoir le même mode de vie, d'accord? Donc pas forcément de l'exercice ou le même exercice. Donc qu'est-ce qui va faire que certains vont prendre du poids et d'autres pas, en mangeant exactement la même chose et en ayant la même activité physique? Bien, c'est la qualité de leur métabolisme. Donc, la nourriture en soi n'est pas tout. Ce qu'il faut voir, c'est ce qu'elle représente pour vous. Et c'est pour ça qu'on va étudier, par exemple, votre masse grasse. On a des appareils pour mesurer ça. On va regarder votre masse grasse viscérale, qui est vraiment terriblement bien le reflet de à la fois votre consommation de sucre, à la fois votre activité physique, à la fois tout ce qui est hormonal.
Donc c'est ce qu'on appelle nous des paramètres intégratifs. Donc avec une seule mesure, on a énormément d'informations et qui sont très carrées, très scientifiques. Et donc on va se rendre compte qu'il y a des gens qui vont malheureusement mal métaboliser certaines choses et il faudra être d'autant plus drastique sur ces éléments. Et le sucre revient toujours. Et le sucre est un problème de société parce que on vit dans des sociétés qui sont stressées de façon générale et de par le mode de vie personnel des gens, de par leur environnement professionnel, national ou international, eh bien, ce stress, une des manières de le satisfaire, entre guillemets, c'est de manger des sucres. Et quand vous dites sucre, c'est uniquement des sucres rapides. Je me permets de vous interrompre, excusez-moi. Donc, oui. Ça va être vraiment des barres chocolatées, etc. Des barres chocolatées, des glaces, des choses comme ça. Mais ça monte. L'intérêt de ces sucres rapides, c'est qu'ils vont monter, ils vont être absorbés extrêmement rapidement, ils vont monter vers le cerveau très rapidement et aller vers les centres de la satisfaction et donc vous permettre de vous détendre. C'est vrai du vin, de l'alcool, etc. également, qui a cet aspect-là qui existe. Donc, on mange de façon générale trop et trop sucré. C'est vraiment comme ça que ça se décrit. Et il y a un des mécanismes très importants de la sénescence, c'est la glycation. Et la glycation, qu'est-ce que c'est? C'est que quand vous avez trop de sucre, ce sucre circule chez vous, et ce sucre va circuler, mais partout. Au niveau sous la peau, au niveau de vos yeux, au niveau de vos artères, au niveau de vos reins, etc., etc. Et là, il va créer une réaction avec les protéines. Il va agréger les protéines, ce sucre. Donc, il va se comporter comme une glu, une sorte de caramélisation de l'organisme. Et cette glu, évidemment, ces agrégats, sucre, protéines, les protéines, évidemment, seront plus efficaces, vont être reconnues par le système immunitaire comme étant des agrégats étrangers ou en tout cas pas bienvenus dans le corps. Ça va déclencher une réaction inflammatoire qui consomme de l'énergie, qui va entraîner des scléroses, et c'est un des débuts de la maladie, par exemple, artérielle. Donc, c'est pas le cholestérol, c'est le sucre. Donc, tout ça sont des éléments importants. Ensuite, dès que les artères deviennent plus rigides, un des premiers éléments cliniques, ça va être l'hypertension. Et ensuite, si l'hypertension n'est pas diagnostiquée, et il y a des chiffres effrayants qui courent, comme quoi énormément d'hypertension ne le sont pas diagnostiquées, donc pas traitées, eh bien à ce moment-là, vous avez une altération de votre rétine, vous avez une altération de votre cœur, vous avez une altération de vos reins, vous avez une altération de votre cerveau, etc., 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 etc. Et donc vous voyez bien que tout ça commence très tôt dans la vie, et il est important d'arriver à gérer ça, à diagnostiquer cet écart. Je ne parle pas de diabétique, je parle de bien avant diabétique. De la même façon, si vous augmentez votre activité physique et en particulier votre masse musculaire, vous allez augmenter votre métabolisme de base. Vous allez consommer plus de sucre. Et donc, vous allez permettre de réduire ce risque. Et donc, vous voyez bien que, là encore, c'est la combinaison d'un certain nombre de choses qui vont permettre, différemment en fonction des individus, qui vont permettre de maîtriser le mieux possible ces différents mécanismes de la sénescence. Mécanismes de la sénescence qu'on connaît bien depuis longtemps. Les premières publications, c'est dans les années 1950-1960. C'est pas... Il y a des fois des journalistes qui disent « Oh là là, on a découvert un truc ». Mais c'est une publication qui a repris un truc qui était il y a 20 ans ou il y a plus de 30 ans. Donc c'est pour vous dire. Donc dans les grands mécanismes de la sénescence, on a quoi? On a la glycation, on a le stress oxydant, on a tout ce qui est neuro-endocrinien, on a plein de petits éléments. On a la réduction de la longueur des télomères, c'est le prix Nobel de Madame Blackburn
au début du siècle. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses qu'on connaît, que l'on peut mesurer. Et ce qui est d'ailleurs assez fascinant, c'est de se dire qu'on peut quand même avoir un impact sur ces différents éléments physiologiques. Et si on revient au sucre, donc concrètement, bien sûr, il faut se faire accompagner, mais consommer moins de sucre et notamment moins de sucre rapide n'est pas juste une question de poids, parce que je pense qu'aussi dans l'inconscient, c'est beaucoup ça. On se dit le sucre, en tout cas, c'est juste une question de poids. En réalité, non. Ça a réellement un impact sur... Alors avec d'autres phénomènes évidemment et beaucoup d'autres éléments, mais ça peut avoir un impact sur notre bien-être et notre longévité à terme. Et donc vos recommandations, au-delà de se faire accompagner bien évidemment, c'est de limiter au maximum le sucre et les sucres rapides. On est d'accord qu'on parle pas de sucre lent type... Si. On parle aussi de sucre lent, donc le pain, tout ce qui est tout ce qui est blanc, hein, concrètement le riz, le pain, etc., les pâtes. Oui, absolument. Parce que, en fait, la différence entre un sucre rapide et un sucre lent, c'est la vitesse de pénétration dans l'organisme. Donc, si vous avez un sucre rapide, eh bien, ça va rentrer violemment, rapidement, avec une réaction de l'insuline qui va monter et qui va probablement provoquer une petite hypoglycémie 1 heure après, qui va vous réentraîner vers les sucres et ça devient un cercle vicieux. Mais les sucres lents, une fois qu'ils sont dans l'organisme, ce sont des sucres. C'est pareil. Et c'est pareil. Et ce qui est très intéressant dans votre observation, c'est justement, il faut pas considérer les sucres que par rapport à la graisse et au poids. Les sucres ont un effet négatif sur l'ensemble de votre sénescence. Ça va toucher, encore une fois, ça va toucher la vascularisation de la peau, donc ça va jouer sur votre peau, ça va jouer sur votre rétine, sur votre cristallin, sur vos artères en général, sur votre cerveau, etc., etc. C'est vraiment quelque chose qui est nocif. Et d'un côté, on a cette nocivité, mais qui est connue, ce que je vous dis là est archi publié, archi connu, sauf que c'est jamais mis en avant. Exactement. J'allais dire peut-être que c'est connu, mais malgré tout, aujourd'hui, le sucre est surtout l'ennemi numéro 1 du poids, plus que de la longévité, dans l'inconscient commun. Mais justement, il faut se dire le poids, mais également la qualité de votre sénescence. Donc, c'est une motivation supplémentaire. Et le poids, n'oubliez jamais. Alors, il y a une petite parenthèse sur les régimes, mais tout le monde le dit, tout le monde le sait, mais trop peu de gens l'appliquent. Et surtout, on est dans une période de l'année où les gens pensent aux vacances. Et faire des régimes restrictifs sans activité physique adaptée est une catastrophe au plan métabolique. Pourquoi ? Parce que si vous réduisez vos apports caloriques, qu'est-ce qui va se passer dans un premier temps ? C'est que vous allez altérer vos muscles, vous allez consommer vos muscles. Et à ce moment-là, vous allez en fait conserver un déséquilibre graisse-masse musculaire. Et n'oubliez pas que c'est pas la graisse qui est responsable de l'activité métabolique, c'est le muscle. Et donc, on veut pas moins de graisse, on veut plus de muscles en fait. Exactement. La façon intelligente de procéder, c'est évidemment pas d'excès de nourriture, une nourriture adaptée. Et deuxièmement, une activité physique pour augmenter sa masse musculaire. Beaucoup d'activités physiques n'augmentent pas la masse musculaire. Si on vous dit marcher, ça n'augmente pas votre masse musculaire. Tandis que si vous augmentez votre masse musculaire, vous allez également augmenter votre métabolisme de base. Mais ce métabolisme de base, c'est 24/24, 7 jours sur 7. Donc du coup, vous allez chercher dans vos réserves et vous allez perdre de la graisse. Donc d'un côté, on monte le muscle, on descend la graisse, et ça crée un équilibre qui est positif. Donc l'activité physique, et là, il n'y a pas le choix, il faut faire une activité contre résistance, c'est-à-dire des activités de musculation, pas forcément aller en salle, on peut faire du gainage chez soi, il y a 1000 petites choses que l'on peut faire. Oui, juste des petites haltères, etc., ça peut fonctionner. C'est compliqué les petites haltères, parce qu'il faut que quelqu'un vous montre comment les utiliser, parce qu'ensuite on peut facilement se blesser, même s'il n'y a pas beaucoup de poids.
Et nous, on a des possibilités de mesurer véritablement votre masse musculaire. Et on voit bien que si 6 mois après, vous avez perdu 1 kilo de muscle, c'est que il y a quelque chose qui va pas. Et d'ailleurs, j'ai trouvé très intéressant dans vos 2 livres, vous donnez des exemples où on voit bien que la perte de poids, si elle est uniquement sur de la masse grasse, mais qu'elle n'augmente pas la masse musculaire, en fait, n'est pas forcément si positive que ça. Et je vous avoue qu'en tant que femme, c'est vrai qu'on a tellement cette espèce d'idéal de minceur, pour des hommes aussi, mais c'est vrai qu'on ne valorise pas forcément la masse musculaire. On se dit, ah ben non, j'ai pas envie d'être trop musclé, j'ai pas envie de ressembler à une nageuse avec des épaules comme ça, etc. Alors même que la masse musculaire, sans ressembler, à quelqu'un qui a une armoire à glace, la masse musculaire, en fait, est fondamentale. Et je pense que c'est très intéressant, moi, pour vous dire, quand j'ai lu vos livres, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans mes routines, je ne mets pas beaucoup de musculation, je fais beaucoup des sports d'endurance, et donc ma question pour vous, docteur de Jaeger, c'est est-ce que finalement une bonne routine musculaire pour réussir à rester en bonne santé le plus longtemps possible, c'est à la fois d'allier quand même un peu d'endurance, et quel est son rôle avec donc de la musculation pour augmenter la masse musculaire? Ou est-ce que l'endurance finalement n'est pas utile? Non, toute activité, ce qu'il faut, c'est toujours associer des choses. Donc, il faut idéalement, bien sûr, avoir des séances de musculation et des séances où vous allez faire du cardio-training. Donc, quand vous pouvez faire les 2, c'est ça qui est idéal. Maintenant, il y a aussi une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois par semaine, ça ne suffit pas. Une fois par semaine, dans le meilleur des cas, c'est juste de l'entretien. Si vous voulez gagner en masse musculaire ou en endurance, vous le savez bien, 2 fois par semaine, c'est l'archi minimum. 3 fois par semaine, ça commence vraiment à être bien. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de gérer son temps de telle manière que l'on va pouvoir débloquer ça. Alors, c'est pas évident, parce que si vous aimez la natation, si vous devez nager 1 heure, ça veut dire qu'il faut aller à la piscine, donc quasiment prendre 1 heure, et retourner chez vous. Donc, 1 heure active, c'est quasiment 3 heures. Parce que tout le monde n'habite pas en face d'une piscine. Ouais. Mais on n'est pas obligé de faire de la natation. Il y a plein d'autres sports qui sont intéressants, mais il faut toujours que ça soit une certaine durée. C'est ça, je me rappelle dans le livre aussi, vous parlez beaucoup du fait qu'il faut qu'il y ait quand même un certain temps. Ça, c'est pas 20 minutes finalement, c'est plutôt 1 heure. Idéalement, quand on travaille comme un physiologiste comme moi sur ces datas, on est plus vers 1 heure. On n'aime pas non plus tout ce qui est HIIT, High Intensity Training. Pourquoi ça? C'est vrai qu'il y a des séances où vous sentez, vous transpirez de partout, votre fréquence cardiaque a terriblement augmenté, vous êtes lessivé, vous êtes heureux d'être lessivé. Mais d'un point de vue de votre organisme, c'est pas du tout le meilleur entraînement. C'est très violent, ça abîme. Et d'ailleurs, si on va à l'extrême du sport, si on va vers ces sportifs qu'on appelle de haut niveau, ils vieillissent tous très mal. D'accord ? C'est pas dans cette population qu'on retrouve nos centenaires. Donc, tout ça, c'est pas par hasard. Donc, un corps humain, c'est quelque chose d'extrêmement complexe qu'il faut respecter. Et en fait, c'est le but de mes ouvrages. C'est d'abord de faire comprendre à tout un chacun qu'il a un capital santé. Et que ce capital santé, il en a la responsabilité. Et que, où qu'il soit dans le monde, quels que soient ses revenus, il peut s'en préoccuper. On peut faire des tas de choses en termes de nutrition et en termes d'exercice physique sans dépenser 1 euro de plus. Il faut simplement avoir des conseils adaptés et pas partir sur n'importe quoi. On voit sur Internet quantité de régimes, quantité de compléments qui vous garantissent tout et n'importe quoi. Évidemment, ça marche pas. Ça ne peut pas marcher. Et ça représente des budgets qui comptent en milliards. Ça veut dire que beaucoup de gens en consomment. Énormément de gens en consomment.
Donc moi, c'est des choses que nous, dans notre institut, on teste. Là, j'ai autour de mon bureau des tas de choses que je regarde aussi sur Internet, parce que il y a parfois des molécules qui paraissent intéressantes ou qui ont donné des effets positifs chez le rat. Mais je rappellerai volontiers à nos auditeurs que ce ne sont pas des rats. Ils ont des métabolismes différents des rats. Donc, c'est pas parce que c'était bien chez le rat ou sur des cultures cellulaires que c'est bien chez vous. Donc, il y a tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, le grand problème de la longévité, si vous me permettez d'aller dans cette direction, c'est que l'aspect purement scientifique disparaît au profit de l'aspect marketing. Ouais. Et moi, j'étais surpris d'ailleurs de voir un certain nombre de cliniques qui sont devenues, et d'ailleurs en Suisse, il y en a, qui sont devenus ils étaient des cliniques de bien-être et ils sont devenus des cliniques de bien-être et de longévité. Tout à fait. Il y a une mode de la longévité actuellement. Depuis 3 ans, 4 ans, c'est incroyable. Mais dans les établissements que je connais et dont je peux pousser la porte, il n'y a aucun changement. C'est simplement sur... C'est le nom qui a changé sur la denture. Voilà. Donc, et c'est pas parce que on fait du bien-être qu'on travaille sur la longévité. La longévité, c'est vraiment quelque chose de très scientifique qui doit être mesuré, qui doit répondre à un certain nombre d'objectifs. Et c'est ce que je développe aussi dans mon livre. Ça correspond vraiment à quelque chose de nouveau, mais qui doit être extrêmement clair et encadré. C'est très scientifique. Donc, mais malgré tout, on peut avoir un impact, comme vous le disiez, sur la nutrition, donc en consommant moins de sucre rapide et de sucre de manière générale, en ayant une activité physique, donc pour que je comprenne bien, plutôt à base de musculation, mais également avec de l'endurance, plutôt pas des hits, plutôt pas des, on va dire des efforts qui vont presque nous dérégler parce qu'ils sont trop intenses. Donc on va dire de la musculation et de l'endurance fondamentale. 3-4 fois par semaine, idéalement autour d'1 heure, ça déjà, ce sont des très bonnes bases. Si on arrive à faire ça, c'est déjà quand même un sacré investissement personnel. Et puis un autre sujet dont vous parlez quand même beaucoup, enfin 2 autres sujets dont vous parlez beaucoup dans vos divers livres, ça va être les hormones et puis le stress oxydatif. Qu'est-ce que c'est que le stress oxydatif ? Permettez-moi encore, avant de parler de stress oxydant, de reparler de l'exercice physique, parce que j'ai tout à coup une image qui me passe en tête, parce que, bon, moi j'ai une salle de sport où je vais, et évidemment, quand on fait un certain nombre de répétitions, on regarde, enfin moi j'adore regarder autour de moi. Je trouve que cette salle, ils aimeraient certainement pas m'entendre, c'est un spectacle permanent. Et je suis très frappé, quand on a un recul qui se chiffre en années, de voir que beaucoup de gens ne font que circuler entre des appareils, se trouve un petit appareil où ils vont travailler en confort, c'est-à-dire faire des répétitions, mais pas trop, avec des poids qui sont trop faibles en réalité pour progresser, et ils ressortent de là ravis, parce qu'en plus ils ont discuté avec des copains, donc ils sont ravis. Et bu une boisson énergisante à base de sucre. Par exemple, mais en réalité ils n'ont rien fait. Ouais. La vérité, alors, écoutez, sincèrement, que au moins ils sont allés quelque part, ils sont heureux, ils ont discuté, c'est déjà beaucoup et je suis content pour eux. Mais ayons la correction d'appeler un chat et de dire que c'est pas ça. Et quand on travaille sa musculature, si on veut faire du muscle, ben c'est un effort. Il faut travailler. Il faut vraiment travailler. Il faut sentir, enfin, il faut une certaine douleur, quoi, presque. Ben, il faut sentir que vous allez au bout de vos muscles. Je dis pas qu'il faut aller dans la douleur, je dis pas qu'il faut aller dans l'excès, parce que dès qu'on va dans l'excès, si vous voulez, c'est mauvais pour le corps. Mais il faut le faire travailler. Et si vous restez dans le confort, eh ben, il ne travaille pas. C'est ça que ça veut dire. J'adore aussi les gens qui me disent, je fais 1 heure de vélo 3 fois par semaine, mais en vélo électrique. Alors, moi j'ai un vélo électrique aussi pour me promener sur de longues distances. C'est pas pareil.
D'accord ? Pour aider peut-être des personnes qui n'ont pas les outils ou qui sont pas techniciens, est-ce que un indicateur comme, c'est bête à dire, mais la transpiration pour tout ce qui est sport d'endurance est déjà un bon signal en fait. C'est-à-dire que si on transpire même pas, a priori. Je préfère la fréquence cardiaque. D'accord. C'est-à-dire que la fréquence cardiaque est le vrai reflet de l'effort que vous demandez à votre organisme. Et cette fréquence cardiaque, ça se calcule. Et puis, il faut essayer de l'atteindre et rester effectivement 1 heure à cette fréquence cardiaque qui n'est pas excessive. Qui est de quel ordre ? Vous savez, il y a une formule. Alors, on peut le calculer de façon extrêmement précise en faisant ce qu'on appelle une VO2 qui permet c'est un test d'effort, mais pas maximal, mais qui permet de déterminer le seuil d'anaérobiose. Excusez-moi, c'est compliqué. Le muscle travaille avec de l'oxygène, c'est ça qui lui permet de fabriquer son énergie, et à partir d'un certain degré d'effort, eh bien, le poumon n'est plus capable d'apporter suffisamment d'oxygène, et à ce moment-là, le corps change de métabolisme et passe d'un métabolisme dépendant de l'oxygène qu'on appelle aérobie à un mécanisme qui est anaérobie, et c'est là où on commence à fabriquer de l'acide lactique, etc. Donc, déterminer ce seuil est important. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de travailler juste en dessous. Et si vous travaillez juste en dessous, à la limite, vous pouvez travailler sans fin. Ensuite, vous avez des formules. La formule la plus classique, c'est vous prenez 220 moins votre âge, donc vous avez un chiffre, et vous en prenez 75%. Donc ça peut être votre fréquence cardiaque de travail, sachant que pour les gens qui n'ont pas fait ce genre de choses, d'exercices depuis longtemps et qui ont plus de 50 ans, c'est toujours passer par la case médecin avant de se mettre à pédaler comme un fou. C'est important parce qu'il y a énormément de pathologies qui sont révélées par ces bilans pré-reprise. Alors, ça, je voulais juste le dire rapidement. Ensuite, il y a tout ce qui est les autres mécanismes de la sénescence, et le stress oxydant est l'un d'entre eux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un radical libre ? Alors, le stress oxydant est lié aux radicaux libres. Les radicaux libres sont des petites molécules à base d'oxygène qui sont extrêmement réactives, c'est-à-dire que quand elles se baladent dans le corps, elles vont abîmer tout ce qu'elles touchent. Alors ça peut être des chromosomes, ça peut être des enzymes, ça peut être des membranes cellulaires. Et ces radicaux libres sont classiquement fabriqués pour simplifier, autour de la mitochondrie, qui est là où l'oxygène est utilisé pour faire le fameux ATP, adénosyltriphosphate, qui est la molécule énergétique, qui est le fuel, l'essence de la cellule. Sauf que, en vieillissant, nos mécanismes de régulation sont de plus en plus perturbés et on fabrique de plus en plus de radicaux libres. D'un autre côté, quand on vit dans des milieux pollués, on respire ces radicaux libres qui nous abîment également. Et le corps a des systèmes de défense, heureusement, contre ces radicaux libres, et ces systèmes de défense, on peut les évaluer et on peut les corriger. Alors, pour faire simple, c'est des systèmes de défense à base de vitamines, à base d'oligo-éléments, à base d'enzymes que l'on va pouvoir retrouver dans l'organisme. Alors, c'est la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E, c'est la superoxyde dismutase, la glutathion peroxydase, vous voyez, c'est ce genre de choses, le sélénium, sont autant d'éléments qui vont appartenir à cette chaîne. Sauf que là aussi, il faut un équilibre. Parce que c'est une chaîne, si vous voulez, et cette chaîne, comme toutes les chaînes, elle a la force de son maillon le plus faible. Vous savez que vous pouvez avoir beaucoup d'une molécule, par exemple plein de sélénium, énormément de sélénium, mais des lacunes à droite et à gauche. Et à ce moment-là, votre capacité de lutter contre ces radicaux libres est médiocre.
Et si vous avez trop de sélénium, d'ailleurs, l'excès de sélénium paralyse aussi le système. Donc, c'est extrêmement compliqué de faire comprendre aux gens que un organisme en bonne santé est un organisme qui vit dans l'équilibre. Et cet équilibre, il se modifie et se dégrade avec la sénescence, mais il peut aussi se dégrader quand les gens achètent tout et n'importe quoi sur Internet. Vous voulez dire des compléments alimentaires pour supplémenter quelque chose alors qu'ils n'ont pas fait les tests adéquats et donc ils savent pas finalement leur réalité à eux de est-ce que moi il me manque du sélénium ou est-ce que j'en ai presque trop? Exactement, parce que c'est pas écrit sur votre front. Alors, et on peut pas le ressentir. Non, honnêtement non. Non, si on pouvait le ressentir, ça serait beaucoup formidable. Plus simple. Mais si on avait un système qui nous dit je manque de ça, je manque de ça, je manque de ça, ça serait facile. Non, ça marche pas comme ça. Et il y a eu plusieurs études d'ailleurs qui ont montré que quand les gens se supplémentaient à l'aveugle, ils augmentaient leur risque de morbimortalité. Donc, prendre tout et n'importe quoi peut être risqué. Et donc votre conseil serait presque plus de ne pas prendre de compléments alimentaires que de prendre des compléments alimentaires à l'aveugle. L'idéal étant bien sûr de se faire accompagner. J'en suis là. C'est important de le dire. Avec des bémols, évidemment, si vous avez un rhume, vous n'êtes pas bien, vous prenez un peu de vitamine C, ça va stimuler votre système immunitaire et vous sortirez peut-être plus vite de l'infection virale, mais en dehors de ça, il y a vraiment pas grand-chose. Tout porte. Regardez la vitamine D. C'est un excellent exemple. J'adore la vitamine D. J'en parle dès que je peux et je vous remercie de me donner l'occasion d'en parler. La vitamine D, d'abord, c'est pas une vitamine. C'est vrai. D'accord. C'est une hormone et en plus une hormone stéroïdienne. Vous vous rendez compte ? Donc, quand vous donnez de la vitamine D à vos enfants ou que vos parents prennent de la vitamine D parce que c'est bien, vous êtes en train de leur donner des hormones, c'est ça qui est fou. Vous leur donnez des hormones. Alors, moi, je trouve que c'est très marquant comme situation parce que les gens se disent « Oh là là, pas d'hormones, surtout pas d'hormones, jamais, mais les vitamines, ok. » Ouais. Alors, première chose, c'est pas une vitamine, c'est une hormone. Deuxième chose, le minimum qu'on puisse faire, c'est doser. Mais c'est doser pour faire le diagnostic de carence, mais ensuite c'est redoser pour voir si vous en prenez assez ou pas. Ça, c'est de la médecine de base. C'est comme si on vous trouve une tension élevée, une tension artérielle élevée, donc le médecin fait son diagnostic, vous prescrit un traitement, et évidemment, il va vous revoir pour voir si le traitement est efficace. Pareil pour le cholestérol. Trop de cholestérol, traitement, et on redose pour savoir si on est bon ou pas, s'il va falloir changer de molécule ou pas. Or, alors j'ai envie de dire l'hormone D, mais on va rester dans la sémantique classique. Avec la vitamine D, je suis d'abord curieux, il faudrait que chaque auditeur qui nous écoute se demande si on l'a dosé sa vitamine D avant d'en prendre. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on l'a pris, est-ce qu'on l'a redosé ? Parce que c'est pas magique la vitamine D. D'accord ? C'est pas magique. Il faut prendre la bonne quantité pour que ça soit utile. Et il faut savoir que pendant très longtemps, la vitamine D n'a été considérée que pour l'os, pour lutter contre l'ostéoporose, et en particulier l'ostéoporose chez la femme à la ménopause. Mais la vitamine D, ça joue pas que sur l'os. On l'a vu d'ailleurs découvert, plein de gens l'ont découvert au moment du Covid. Parce qu'il fallait prendre de la vitamine D. Pourquoi ? Parce que ça stimule l'immunité. Ben oui, ça stimule l'immunité, ça joue sur l'immunité. Ça permet de diminuer la fréquence de certains cancers. Et comme ça a une multitude d'effets. Donc vous voyez bien que à travers quelque chose d'aussi simple que cet exemple-là,
on voit à quel point on fait n'importe quoi. Qu'est-ce que vous pensez, docteur de Gégère, du collagène? C'est un autre sujet qui est très à la mode, qu'on prend bien souvent comme un complément alimentaire. Et donc j'étais curieuse d'avoir votre avis parce que vous en parlez pas, sauf erreur de ma part, énormément. En tout cas, moi j'ai lu Bien vieillir sans médicaments dès 40 ans, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et puis Médecine de la longévité, une révolution. Alors, le collagène, ça part d'une logique qui consiste à dire que, alors d'abord, le collagène, il faut bien savoir ce que c'est une protéine qui est une protéine structurante au niveau principalement de la peau, mais pas que de la peau, il y a du collagène partout dans les articulations, c'est structurant. En vieillissant, nos fibroblastes, qui sont des cellules spécialisées qui fabriquent ce collagène, en fabriquent moins. Ce collagène peut être de moins bonne qualité, d'où des problèmes de peau auxquels viennent se rajouter des problèmes d'hydratation, etc., etc. Il y a plein d'éléments. Le collagène n'est pas l'élément déterminant, mais est un des éléments. Et ce collagène, donc, on peut se dire, si j'en fabrique moins ou de moins bonne qualité, ça peut être intéressant d'en prendre par la bouche. Alors, il y a des collagènes qui sont immédiatement détruits dans l'estomac. Il y a des collagènes. On les prend, ça sert à rien. Pardon ? Donc ça veut dire qu'on les prend et finalement ils n'ont pas d'impact. Ils n'ont pas vraiment d'impact. Ensuite, il y a des collagènes qui sont dans des gélules qui sont gastroprotectrices, donc qui sont mieux absorbées. Et ensuite, il y a l'expérience clinique. Parce que on ne mesure pas le taux de collagène au niveau de vos articulations et on fait pas de biopsie de votre peau pour savoir si vous avez plus de collagène. Cliniquement, on observe dans un certain nombre de cas une amélioration de la qualité de la peau ou une réduction de douleurs, par exemple articulaires. Articulaire, ouais. Ça peut très bien marcher chez certaines personnes, beaucoup moins chez d'autres. Pas du tout chez d'autres. Donc, en tout cas, je pense pas qu'il y ait de contre-indication à essayer. D'accord. Nous, on fait des mesures de collagène sous la peau. Il y a des systèmes d'évaluation de ce collagène. Alors, c'est pas des biopsies, c'est des systèmes qui sont différents. On observe une augmentation de la qualité de ce collagène. Bon. Mais donc en faisant bien attention quand même à choisir des collagènes qui sont bien intégrés par l'estomac. Donc, Tout à fait. Et ensuite, il y a quantité aussi. Il faut prendre les bonnes quantités. Ça fonctionne au poids. Qui sont de quel ordre? Enfin, j'imagine que c'est variable en fonction des gens. Alors, c'est variable, justement. Mais nous, on est toujours d'avis de commencer sur des petites doses, de voir si ça donne un effet, et puis de monter, sachant qu'il n'y a pas d'effet indésirable vrai. D'accord. On n'a pas de risque. Au pire, ça reste dans votre tube digestif et c'est évacué. Alors j'aimerais maintenant, si vous me le permettez, parler d'hormones, parce qu'on a parlé de l'hormone D, mais pas tant des autres hormones intéressantes que vous évoquez dans vos livres, la DHEA, la mélatonine, etc. Et de manière générale, toutes les hormones. Pourquoi est-ce qu'elles sont aussi importantes finalement dans les processus de sénescence et de vieillissement? Alors, il y a une maladie qui illustre bien ce propos. Qui est le panhypopituitarisme de l'adulte. Ah, vous allez me dire, mais waouh, où est-ce qu'il a trouvé un nom pareil? Alors, c'est une maladie qui touche l'hypophyse, et l'hypophyse, qui est à la base du cerveau, est une glande qui est une sorte de chef d'orchestre hormonal, et qui va donc réguler la thyroïde, les corticosurrénales, les ovaires chez la femme, les testicules chez l'homme, etc. Et il y a un syndrome, ça a été décrit la première fois comme ça, qui est le syndrome de Sheehan, qui est une nécrose, en fait, de tout ou partie de cette hypophyse liée à un accouchement. Alors, imaginez, ça se passait il y a longtemps, heureusement, ça se voit plus, en tout cas pas dans nos pays occidentaux. C'est un accouchement hémorragique, donc avec une perte de sang énorme, avec une
une baisse majeure de la tension artérielle, donc quasiment un risque vital. Et cette baisse de pression va provoquer une atteinte une nécrose de la thyroïde, de l'hypophyse, pardon. Et il y a d'autres maladies. Vous avez aussi des crâniopharangiomes, qui sont des cancers de cette région, qui vont détruire cette glande. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, imaginez, parce que c'est une femme qui vient d'accoucher, donc une femme jeune qui vient d'accoucher, c'est le bonheur d'avoir un enfant, etc. Et cette femme se met à vieillir à vitesse grand V. C'est-à-dire qu'elle va être hyper fatiguée, des tensions basses, elle va perdre ses cheveux, sa peau va s'amincir, son cholestérol va monter, enfin, tout ce que vous voulez. C'est en fait un vieillissement simulé, accéléré. Et elle meurt. Incroyable. Bon. Donc, tout sauf rigolo. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, une fois qu'on avait découvert les hormones thyroïdiennes, les corticosurrénaliennes, etc., les œstrogènes, la progestérone, la testostérone, et quand on donnait ça à la femme, tous ces signes de vieillissement disparaissaient. Ils s'amélioraient pas, ils disparaissaient. Et c'est pour ça qu'on appelle cette maladie, en fait... Alors, on parle de panpituitarisme, pourquoi? Parce que c'est en fait une perte de l'ensemble de ces hormones, mais l'origine peut être différente. Ça peut être l'accouchement, c'est le syndrome de Chian, ça peut être une tumeur, ça peut être des problèmes infectieux, donc il peut y avoir différentes causes. Mais la guérison s'obtient en supplémentant les hormones, et c'est ce qu'on appelle à ce moment-là un modèle de vieillissement qui va être réduit, donc ou de vieillissement guéri ou de vieillissement réversible. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en donnant des hormones, vous allez voir un certain nombre de signes liés au vieillissement qui disparaissent. Donc, et c'est ce qu'on va retrouver, par exemple, à la ménopause chez la femme. Vous allez avoir plein de systèmes que nous, on peut mesurer en physiologie, qui vont se dégrader. Si les femmes prennent des hormones substitutives, les systèmes vont se maintenir. L'exemple, il y a deux exemples qui sont faciles à entendre, c'est la densité osseuse. Tout le monde sait qu'à la ménopause, la densité osseuse diminue. Quand elle va rentrer dans des zones de risque fracturaire, à ce moment-là, les collègues vont mettre des traitements, non pas des traitements de la ménopause, mais des traitements de l'ostéoporose, alors qu'en toute logique, il faudrait traiter la cause, et la cause, c'est le déficit hormonal. La même chose existe chez les hommes, mais c'est différent, parce que les hommes ont le temps de s'habituer. Vous savez qu'un homme entre 20 ans et 50 ans va perdre 50% de sa testostérone. Donc c'est pas rien. Si vous mettez 50% de pression dans les pistons d'une voiture, de pression en moins, elle sera moins performante, la voiture. On va toujours rouler, mais ça sera nettement moins bien. Alors l'homme de 50 ans s'est habitué, et puis ça continue pour 60, 70, etc. Et ça se dégrade, j'imagine, encore plus après. Oui, mais tranquillement. C'est pas la brutalité de la ménopause. C'est tranquille. Donc, ensuite, les hommes apprennent à gérer les choses. Moi, je prends toujours l'exemple du tennis. À 20 ans, on se bat sur chaque balle. On course même sur une balle qui paraît perdue. Et on sort de là sur les genoux. À 50, on gère. C'est-à-dire que la balle dont on sait qu'elle est perdue, on court plus dessus. On se prépare pour la suivante. Et donc, on sort en bien meilleure forme. Et vous vous dites, waouh, je suis en meilleure forme qu'à 20 ans. Non, c'est archi faux. C'est simplement que vous êtes capable de mieux gérer ce qui vous reste d'énergie.
Alors on est très fiers, hein, donc on préfère penser qu'on est toujours à 20 ans. Mais non, non. Et ça, excusez-moi, c'est un des éléments très très importants et qui est compliqué à gérer quand on parle de longévité. C'est ce qu'on appelle l'âge ressenti. Il y a en fait 3 âges. Il y a l'âge chronologique, donné par notre date de naissance. Il y a l'âge physiologique, qui est souvent d'une grande cruauté, mais qui nous permet d'améliorer les choses. Et il y a l'âge ressenti. Et il y a de magnifiques publications là-dessus. Et l'âge ressenti, pour que je comprenne, je me permets de vous interrompre, c'est l'âge que on a l'impression qu'on a physiologiquement. C'est-à-dire que moi, j'ai 41 ans objectivement, mais je peux avoir l'impression mentalement d'avoir 25 ans. Exact. Ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, mais bon. Non, mais c'est ça. Et on se rend compte quand on interroge des milliers de gens, hommes et femmes, eh bien, on a l'âge chronologique qui est complètement linéaire, hein, qui dépend de votre date de naissance, et on a en dessous une espèce de courbe qui est largement sous l'âge chronologique et qui est maximum entre 50 et 65 ans. C'est là où vous avez... On n'a jamais personne qui pense avoir un âge ressenti au-dessus de 50 à 60 ans. C'est fou, c'est intéressant. Ouais. C'est complètement étonnant. Et c'est vrai que si à 60 ans, vous avez l'impression d'en avoir 10 de moins, d'en avoir 50, ben du coup, vous vous dites, je suis jeune. Qu'est-ce qui m'embête avec la longévité? Je vais vachement bien. Et pour peu qu'ils aient des amis qui sont en surcharge pondérale, qui sont hypertendus, malades, etc., ils pensent qu'il est sur le top du panier. Donc, c'est ce ressenti, cette vision que nous avons de nous-mêmes est extraordinairement trompeuse. Ça m'amène juste... Pardon, allez-y. Oui, allez-y. Non, mais ça m'a amené à vous poser une question que j'avais envie de vous poser depuis le début de cet épisode. C'est à quel âge conseillerez-vous à des personnes qui nous écoutent, ou à moi, à des personnes de votre entourage, de commencer à s'intéresser au sujet de la longévité? Est-ce qu'il faut commencer littéralement dès 20 ans, au moins en ayant une hygiène de vie, comme on le disait, autour du sport, d'une alimentation équilibrée avec moins de sucre, sans rentrer peut-être tout de suite dans des supplémentations hormonales, pour commencer le plus tôt possible? Est-ce qu'on n'a pas un intérêt, en fait, à commencer le plus tôt possible? Ou est-ce qu'il vaut mieux commencer autour de 50 ans, comme j'imagine la plupart des personnes le font? Alors, c'est très intéressant comme question parce que les choses changent. Nous, la population que nous suivons, ça va de 22 à 95. C'est large. C'est très très large, oui. Mais parce qu'en fait, il n'y a pas d'âge pour se poser cette question. La personne de 95 ans, on la suit depuis plus de 25 ans. Donc, elle est arrivée à 70 ans en disant, j'ai plein de trucs à faire, je travaille beaucoup, mais j'y arrive plus. Donnez-moi 10 ans, j'ai besoin encore de 10 ans. Et au bout de 10 ans, on lui a dit, alors on arrête. Vous n'y pensez pas. Et aujourd'hui, elle s'est remariée il y a peu de temps et se pose la question de faire un enfant. Donc, à 95 ans. Oui. Donc ça veut dire vous avez réussi à lui faire changer son état d'esprit sur le vieillissement. Oui, mais elle a changé depuis longtemps maintenant et voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Sinon, la moyenne, c'est 50-60 parce que c'est évident qu'à 60 ans, c'est plus comme à 50. Je veux dire, c'est frappé du bon sens. Le décalage, docteur, le moment où on sent qu'on vieillit, puisque je n'ai entre guillemets que 41 ans, j'ai peut-être pas encore vécu cette période, je sais pas, mais il y a un marqueur à un moment donné autour de 50-60 ans, quelque chose à ce moment-là qui se passe. Donc j'imagine pour les femmes beaucoup autour de la ménopause. Bon, les femmes, c'est simple. C'est vrai que la ménopause est un déclencheur. C'est simple. Ça, c'est vrai que ça joue beaucoup. Mais le vrai déclencheur, c'est en fait, dans cette catégorie de gens, c'est la diminution de leur capacité réellement. Physique et intellectuelle. Physique et intellectuelle. Ils sont toujours très bien. Ils partent en voyage, peuvent aller au Club Med, peuvent diriger des conseils d'administration, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et dans le secret, si vous voulez,
d'un cabinet médical, les gens vous disent la réalité. Ils se disent ça va plus, ça va plus, ça va plus, ça va plus, je suis plus moi-même. Alors évidemment, ils brillent par ailleurs, mais dans la réalité, ils savent que c'est plus pareil. C'est un effort, ouais. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus de gens jeunes, 50-40 ou 40-50, et maintenant 30-40. Et les 30-40, eux, ils sont en pleine forme, mais ils disent « je veux le rester ». Et je sais que je me dégrade. Bon, ça compte pas parce que je fais tout ce que je veux, mais je me dégrade, je le sens bien. Et je veux pas prendre cette direction. Alors, c'est des gens hyperactifs, c'est des gens qui sont partout présents, c'est des gens qui réussissent merveilleusement bien. Et qui, de temps en temps, d'ailleurs, voient qu'autour d'eux, m'est arrivé il y a pas très longtemps, il me dit, écoutez, j'avais un cousin de 40 ans, marié, 2 enfants, il est mort d'un coup. Il était en pleine forme, il est mort. J'ai fait tout un check-up médical dans les meilleurs services, tout est parfait. Mais ça, je le savais, mais je veux pas rentrer dans cette phase. Donc, je viens vous voir pour faire de la médecine préventive. Donc, vous voyez, c'est ça l'idée. Et ces gens-là sont passionnants parce que aussi, ils voyagent beaucoup, ils connaissent tout, ils voient un peu ce que font les Américains. Brian Johnson, par exemple, qui est un Américain qui est millionnaire et qui adore se mettre en scène. Moi, j'aime beaucoup Brian Johnson. Alors, j'allais vous demander votre avis et votre avis plus que lucide sur ces expérimentations qui sont intéressantes quoi qu'il arrive, mais sur cette démarche. Moi, ce qui m'intéresse chez Brian Johnson, c'est le fait qu'il rende populaire l'idée de se prendre en charge tôt. Et ça, c'est très important. Parce que, j'ai juste une rapide parenthèse, on peut ne pas être bien à 20 ans, ne pas être malade, mais pas être bien. Et donc, c'est pour ça que des fois, on trouve des choses intéressantes, qui peuvent être corrigées simplement. Brian Johnson, il popularise cette notion de « prenez-vous en main », je veux rajeunir, je fais tout ce qu'il faut pour. Il le fait dans l'excès, il le fait avec des idées parfois bizarres, comme l'injection du sang de son fils, bizarre au sens éthique et technique. C'est des choses qu'on ne peut pas concevoir, mais qui correspondent à une réalité scientifique. Qu'on appelle la parabiose hétérochromique, dont je parle aussi dans mon bouquin. C'est quand on met 2 systèmes vasculaires en commun, d'un rat jeune et d'un rat âgé, et qu'est-ce qu'on voit ? On voit le rat âgé qui rajeunit, et le rat jeune ne vieillit pas. Donc Brian Johnson, en faisant ça, effectivement, a dû faire rajeunir son système artériel. C'est ce qu'il souhaite, mais ça marche pas, parce qu'il n'est pas greffé à son fils. D'accord. Ah, il faut être greffé, d'accord. Oui, c'est en continu. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Ça marche pas. Donc c'est un peu compliqué. Donc il essaye la parabiose hétérochromique du pauvre, si j'ose dire, entre guillemets. Donc il est dans l'excès, il est dans un excès qui est typiquement américain. C'est des choses qui sont inconcevables dans notre vieille Europe où justement on a un très grand respect de l'humain, du biologique, et ça c'est très très important parce que là encore, vous savez, quand vous recevez des gens qui mettent entre vos mains ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire leur santé, ça a une grande valeur. Moi, j'ai énormément de respect et d'estime de ces gens qui nous font confiance. Ensuite, encore une fois, rien n'est simple. Donc, ça nécessite un vrai engagement. Alors, Brian Johnson, c'est du 24-24, là. Hein. C'est tout le temps. Il mange longévité, il s'exerce longévité, il dort longévité, avec, encore une fois, des excès, parce qu'il n'est pas suivi par des médecins spécialisés.
Ils sont Ah bon? spécialisés en cardiologie, en rhumato, etc. Ils sont spécialisés dans le sport, mais ils n'ont pas la fibre sénescence ou longévité. Bon, mais ça, c'est son problème, et puis il vend tous ses résultats, il vend des systèmes, bon, très bien. Ça fait partie de tous ces tests qui sont en train de se mettre en place, et il y en a beaucoup d'autres, hein, qui au Japon, aux États-Unis, en Russie, il y a plein de gens qui travaillent dans ce domaine, et puis ensuite, il faut voir comment tout ça va évoluer, et on arrivera, à un moment donné, à augmenter de façon très significative l'espérance de vie en bonne santé des gens. Et là, ça va poser d'autres problèmes. C'est peut-être ma dernière question pour vous avant de clore cet entretien, et je vous remercie pour tout ce que vous avez partagé. C'était absolument passionnant. Est-ce que quelle est votre vision, ou en tout cas le pari que vous auriez envie de faire pour l'évolution finalement de ce monde de la longévité? Et c'est l'objet finalement de ce livre, Médecine de la longévité, une révolution, où on voit en fait, et vous dressez le tableau de tout ce qui est en train de progresser dans ce domaine, et on comprend qu'on en est d'une certaine manière qu'au début encore, même si ça fait déjà 50 ans qu'on en parle, on en est qu'au début d'une vraie nouvelle manière de penser l'être humain, la sénescence, le vieillissement. Et donc, si vous deviez, au gros pinceau, hein, bien sûr, mais tracer pour vous quelles vont être les évolutions de l'homme et de la femme dans les prochaines années, est-ce qu'on va vivre plus longtemps en bonne santé? Quelles sont pour vous les quelques grandes perspectives? Est-ce qu'on va réussir à vivre maintenant peut-être jusqu'à 150 ans? À partir de quelle date, etc.? Alors, c'est difficile de vous donner des chiffres parce que je suis pas du tout un devin, moi. Je suis un homme qui... Vous n'êtes pas... Mais ce que j'imagine, c'est que à un moment donné, de plus en plus de gens vont continuer à rester en bonne santé longtemps. Ce qui va remettre en cause des éléments comme les retraites. La retraite à 64 ans en France, c'est quelque chose qui est déjà conceptuellement enterré, quoi. Donc ensuite, politiquement, on peut se battre pour telle ou telle raison, mais on n'est plus dans une réalité physiologiquement, en tout cas, c'est physiologique. Ça me fait penser à un homme. J'ai perdu les références, mais j'ai lu ça avec beaucoup d'amusement il y a peut-être 4-5 ans, d'un Suédois qui a fait un procès à l'État parce qu'il voulait continuer à travailler au-delà de l'âge légal et qu'on ne lui permettait pas. Et il a attaqué l'État en disant « Moi, je suis en bien meilleur état, en bien meilleure forme physiologique, et donc je veux avoir le droit de continuer. » On lui a dit non. Donc, est-ce qu'il a gagné le procès? C'est l'État qui a gagné le procès. On lui a dit c'est non. l'État qui a gagné. Il l'a perdu. Lui, il l'a perdu. Donc, je pense qu'il y aura des gens qui auront envie de continuer à travailler. Il y a des gens qui, parce que leur boulot est pas passionnant, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils peuvent avoir des problèmes de santé, vont rester sur des choses plus limitées. Mais ça va créer d'énormes tensions. Imaginez 80 ans en pleine forme, en train de bosser, pourquoi il arrêterait sa boîte? Pourquoi il arrêterait de travailler? S'il est vraiment en pleine forme. Mais pourquoi pas 90? Encore une fois, pas 90 ans tels qu'on les imagine aujourd'hui. Et quand on voit, je me permets de vous interrompre, quelques grandes personnalités du monde des affaires, je ne citerai pas de nom, qui ont un âge assez avancé et qui continuent à travailler, j'imagine d'ailleurs qu'ils viennent certainement vous voir pour être conseillés, eh bien en fait c'est vrai qu'on peut se dire qu'on peut encore être extrêmement actif, performant à 75, 80 ans sans aucun problème, enfin si on a bien traité les choses. Alors attention, parce que il y a un certain nombre de ces gens qui travaillent toujours parce que ce sont les patrons et que personne ne peut les mettre à la retraite. Oui, alors c'est vrai qu'il y a ça aussi. Si vous écoutez leurs adjoints... L'âge ressenti doit être pas tout à fait le même que l'âge physiologique. Voilà, donc c'est pas si simple que ça. Non, imaginez quelqu'un réellement totalement capable, c'est-à-dire quelqu'un qui a 70 ans, ou 80 ans, mais qui a des équivalences à 50 ans ou 60 ans. J'ai pas dit 20, hein. Donc il faut connaître la limite de tous ces systèmes, limites qui vont peut-être
après-demain, dans 5 ans ou dans 10 ans, s'inscrire à la hausse. Imaginez ça. À ce moment-là, il n'y a pas de raison d'arrêter. Vous avez également l'intelligence artificielle qui va... Alors moi, j'ai vu des exemples, je veux dire, c'est pour des tas de professions vont être liquidées à cause de l'intelligence artificielle. Personne ne veut prendre la mesure de ça. Mais d'un point de vue structuration ou équilibre de la société, on vit des moments calmes par rapport à ce que ça risque d'être dans 10 ans ou 20 ans. Donc d'un côté, des gens qui vieillissent beaucoup mieux, et donc qui restent sur le marché du travail plus tard. Très longtemps. Des gens qui n'ont plus de boulot, vous voyez que tout ça, ça devient très compliqué. Et ça devient d'autant plus compliqué que la longévité, c'est quelque chose qui est hyper technologique. Donc on a besoin aussi de stabilité. On a besoin de gens qui peuvent se projeter, parce que la longévité, quelque part, c'est une de nos dernières frontières. Tout à fait. C'est important. Et la longévité, la conquête spatiale, je pense à Elon Musk, tout ça nécessite du temps et ça nécessite de la longévité. Donc, moi, je crois que il y a là une révolution qui est en train de se mettre en place. Je crois que il est important de rester en bonne santé. Et le patron qui est Ray Kurzweil, le patron de la société Calico qui s'intéresse à la longévité pour Google, il dit ce qui est fondamental, c'est de rester en bonne santé les 10-15 prochaines années, parce que nous allons avoir des vraies solutions technologiques pour augmenter cette longévité. J'aimerais, avant de nous quitter, parce que je sens qu'on est à la fin, vous dire une chose. À mon grand dame, mais je veux être respectueuse de votre temps. Il y a plusieurs choses importantes, parce que derrière la longévité, vous avez aussi le transhumanisme. Le transhumanisme imagine des choses différentes. Le transhumanisme imagine, par exemple, de transférer votre conscience dans des machines. C'est pas du tout ce que nous, médecins physiologistes, souhaitons faire. Nous, on pense que aujourd'hui, la chose la plus extraordinaire qui existe, c'est le corps humain. Ce corps humain a des capacités de régénération considérables, et on n'a pas parlé de ce que pourrait nous donner la médecine régénérative. Hein. Et donc, vous voyez, ça nous ouvre plein d'autres épisodes. Donc on pourra peut-être c'est mon plus grand souhait, Si nos auditeurs ont apprécié, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire en effet, puisque ça fait seulement 1h20 qu'on parle de ce sujet que vous étudiez depuis maintenant, je pense, des dizaines d'années, et qui en fait touche tout le monde, en réalité, et qui, je trouvais ça très intéressant. On peut avoir un côté élitiste par certains aspects, mais en réalité, il touche tout le monde, et on a tous quand même un impact possible sur nos propres vies, au travers de l'alimentation, au travers de donc la masse musculaire, enfin au travers de finalement même le travail. Je vais vous poser la question, mais finalement le fait de continuer à travailler longtemps, même si pour certains ça les fait souffrir, et je le comprends complètement, où ils peuvent ne pas être en bonne santé, mais aussi permet de continuer à avoir un environnement social important, continue probablement aussi de nous faire nous dépasser intellectuellement. Donc sans vouloir faire de stéréotypes, parce que tous les cas sont différents, disons que maintenir, on va dire, une certaine un effort, un peu comme dans le sport intellectuel, doit probablement aussi prolonger un petit peu notre capacité cognitive. Donc, si vous me donnez encore une fraction de seconde. Bien sûr, je vous en donne encore beaucoup, c'est pour vous que je fais attention. C'est en fait le sujet des fameuses zones bleues. Les zones bleues sur notre planète sont des zones où vous avez plus de centenaires que ne le voudrait la répartition classique de la population. Et ces zones bleues n'ont pas de secret particulier, si ce n'est que les gens mangent peu, il n'y a pas d'obèses là-bas, ils sont toujours en activité physique quel que soit leur âge, ils travaillent toujours quel que soit leur âge.
Alors évidemment, à 90 ans, vous ramassez moins de riz qu'une personne de 30, mais vous ramassez votre petit quota et vous participez à la société. Et il n'y a pas de stress. Et reconnaissez que c'est exactement l'inverse de ce que nous vivons dans nos sociétés occidentales. Donc ça, personne à chaque fois que je le raconte, j'adore le raconter, et jamais personne ne va au bout de cette logique qui est une remise en question très très importante de notre mode de vie. Et la dernière chose, c'est que les livres que j'ai écrits sont vraiment pour que tout le monde puisse se rendre compte, là encore je l'ai dit tout à l'heure, où qu'il soit, quel que soit son âge, quelle que soit son occupation, prenez d'abord conscience de votre capital santé. Quand vous pouvez agir simplement à travers la nutrition et l'exercice physique, mais si vous voulez aller plus loin, prenez votre médecin traitant avec vous, il peut vous aider à doser par exemple votre vitamine D, à doser des paramètres de glycation, etc. Et il aura toujours une vision qui dépassera tout ce qu'on peut entendre sur Internet ou à droite et à gauche, qui est pour le grand public et pour des gens non avertis, donc où tout et n'importe quoi est dit. Et il pourra vous aider concrètement. Voilà, donc moi c'est un message qui est très positif, plein d'espoir. On est au début de quelque chose d'absolument fabuleux. On a aujourd'hui des moyens que nous n'avions pas il y a 10 ans ou 15 ans. Et moi, ça fait 35 ans que je fais ça, donc je sais de quoi je parle. Et vraiment qu'un maximum de gens s'y intéressent. Docteur de Gégère, je vous remercie 1000 fois. J'ai avec moi ici l'un des 2 livres que j'ai lu, Bien vieillir sans médicaments dès 40 ans, également Médecine de la longévité, une révolution, qui est le dernier ouvrage que j'ai lu également et qui va plus retracer pas l'histoire de la longévité, mais quand même nous donner, je trouve, une perspective très intéressante de société sur les évolutions de cette médecine et aussi beaucoup de conseils concrets. Donc j'inviterai bien sûr toutes les personnes qui nous écoutent à les découvrir, parce que je pense qu'on a tous intérêt franchement à s'intéresser un minimum à ces questions. Et puis pour des personnes qui aimeraient aller plus loin, je voulais vous demander, est-ce qu'on peut soit vous contacter, soit entrer en relation avec vos équipes pour peut-être aller vers un accompagnement plus concret, parce que vous le dites aussi dans les livres, une base peut être faite bien sûr à la maison tout seul comme des grands, mais si on veut aller plus loin, et moi par exemple à 40 ans, j'ai envie de commencer à m'intéresser à ces sujets, est-ce que vous avez donc un contact ou une équipe vers laquelle rediriger pour qu'on puisse plonger un petit peu plus dans ces domaines? Oui, alors les gens nous trouveront facilement sur l'internet, auront des coordonnées s'ils veulent aller un peu plus loin. Oui. Donc je mettrai tout simplement les coordonnées en fait de toute votre équipe, et je vous remercie 1000 fois pour votre temps, c'était passionnant. Je regrette que nous n'ayons qu'1h20, 1h30 à consacrer à ces sujets, et j'espère, si l'audience est passionnée comme moi par tout ceci, que nous aurons l'occasion de nous revoir pour faire peut-être un 2e épisode, qui sait, peut-être à l'occasion de la sortie de l'un de vos nouveaux livres. Avec grand plaisir. À bientôt. Un grand merci pour votre temps. Très bonne journée à tous.